RMC. Ciao a tutti e benvenuto a João Félix, benvenuto a Santiago Giménez. Il pallone per João Félix, il cucchiaino, dolce e il gol all'esordio di João Félix su assist di Giménez. L'asse tutto nuovo Giménez, João Félix. È ultimo di questi 5 acquisti che abbiamo fatto su questo mercato. Giménez la lascia per Pulisic la allarga per Santi, arriva Santi in area, Santi il tiro e il gol meraviglioso del Pepote Giménez che la piazza alla destra di Vasquez, tiro a giro, gol. RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci d'écouter l'After Italy, votre nouveau podcast RMC. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football italien. Pensez à vous abonner à la chaîne de l'After Italy, vous ne raterez aucun épisode et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Comme chaque semaine dans l'After Italy, notre drôle de dame italienne est là, Johan Crochet. Salut Johan. Salut Jérôme, ciao à tutti. Gros plan aujourd'hui sur le Milan et son mercato hivernal, seulement en 7ème de Serie A, battu 1-0 au Feyenoord en match aller des barrages de Ligue des Champions. Le club rossonero a investi 50 millions d'euros cet hiver sur le marché des transferts. João Félix, Santiago Giménez, Kyle Walker, Warren Bondo, Riccardo Sottil. Le mercato d'hiver peut-il changer le cours de la saison du Milan ? C'est parti pour l'After Italy. Le choix musical de Johan aujourd'hui, c'est Zucchero, bien sûr. Je ne sais même pas si je le prononce bien. C'est très bien et c'est un grand fan du Milan. Voilà pourquoi on a choisi Zucchero il Volo. Parce que déjà, outre le fait que ça soit une des plus belles chansons italiennes et sans doute pour moi en tout cas la plus belle chanson de Zucchero, c'est surtout un grand fan de l'AC Milan déclaré. Et je pense que s'il voit les matchs en ce moment, ça peut lui donner envie d'écrire de nouvelles chansons très mélancoliques pour le coup. Effectivement, parce que c'est une très jolie balade effectivement que tu nous proposes aujourd'hui. Pour nous accompagner dans l'After Italy, un auditeur fidèle de RMC, supporter du Milan depuis une vingtaine d'années maintenant. Salut Rami. Bonjour. Ça va Rami ? Pas trop dans le dur en ce moment avec les résultats, notamment en Champions League, cette défaite 1-0 sur la pelouse du Feyenoord en barrage aller ? Non, ça va, parce que si je dis que ça va pas, Johan il va dire que je suis encore dépité. Bon alors messieurs, on va tirer le bilan de ce mercato hivernal du Milan et on va donc se demander s'il peut changer le cours de la saison du Milan. Dans le sens des arrivées, le Milan a dépensé 50 millions sur Santiago Giménez du Feyenoord, Warren Bondo de Monza, João Félix, un prépayant de Chelsea, Riccardo Sottil, prépayant de la Fiorentina avec une option d'achat à 10 millions et puis Kyle Walker, prêté par Manchester City. Dans le sens des départs, 12 millions d'euros ont été encaissés grâce au départ de Morata à Galatasaray, de Luca Romero au Mexique, de Noah Okafor au Napoli en prépayant et puis d'Ismaël Bennacer prépayant également au Milan. Calabria lui a été prêté à Bologne. D'abord, comme ça, Johan, on peut se dire waouh, le Milan a mis les moyens, c'est un sacré recrutement quand même. Ah ouais, ils ont totalement mis les moyens. Ils se sont aussi rendus compte que la situation était complexe, parce que on sait qu'avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est devenu non plus nécessaire mais obligatoire pour tous les grands clubs de se qualifier chaque année pour la Ligue des Champions, pour ses recettes, outre le prestige. Mais ça maintenant, on se demande si dans certains clubs, je parle pas du Milan, mais je parle plus de manière générale, si maintenant ça compte tant que ça le prestige par rapport à l'argent et la comptabilité. Mais c'est vrai que on parle de, pour un club comme Milan, entre 60, 80, 90 millions d'euros de recettes sur la Ligue des Champions en fonction du parcours et des matchs gagnés dans la phase désormais de classement. Donc c'est évidemment très important. Et donc pour se qualifier en Ligue des Champions, il faut remonter au classement parce que la situation était assez complexe. Milan était loin des 4 premières places. Milan est d'ailleurs toujours loin des 4 premières places. Ils sont à 7 points avec un match en retard. Donc il faut quand même cravacher. Et donc pour ça,
Il y avait évidemment la volonté de renforcer le groupe, il y avait la volonté aussi de faire un petit peu le ménage, on y reviendra après chez certains cadres, et aussi la volonté de proposer et de donner à Sergio Conceição sur des postes clés des joueurs qui correspondent un petit peu plus à son style de jeu, là où le recrutement estival paraissait un peu plus calibré pour Paulo Fonseca, et on sait que les deux entraîneurs ont des styles quand même très différents. Rami, tu as été surpris de voir Milan autant investir cet hiver, et puis j'imagine qu'en tant que supporter, on se dit ah ouais, ça a de la gueule quand même. Surpris, on va dire comme Yohan, en fait, c'est que... Surpris, oui, surtout que ces dernières années, Milan, c'est pas un club qui va mettre des moyens, mettre de l'argent sur un joueur. On l'a bien vu ces dernières années, quand on regarde leur dernier achat, je crois, si je ne me trompe pas, c'était Higuaín, au niveau, quand je parle de numéro 9, et après, il y a eu Piontek. Le Milan n'a jamais eu pour habitude de faire des gros transferts, entre guillemets, je dis gros transferts, des gros achats plutôt, et surtout pas l'hiver. Là, en fait, ils étaient dos au mur avec leurs prestations, on va dire, pourries et tout ce qu'ils faisaient sur le terrain. Il y avait besoin de ménage, mais surtout pas en temps d'entrée. Alors, en temps d'entrée, oui, on a besoin parce que leur mercato d'été était naze. Ils sont complètement trompés du début à la fin. Ils ont essayé de nous vendre un truc, oui, machin. Morata, on l'a pris parce que c'est un beau gosse, c'est le champion d'Europe, c'est le capitaine des champions d'Europe, donc c'est pour ça qu'on le prend, c'est un meneur, etc. Au final, on s'est vite rendu compte qu'il avait zéro apport. Mais moi, c'est surtout, Yohan, il va pouvoir me dire aussi, moi, c'est surtout par rapport au départ. On en avait parlé, le vestiaire du Milan était un vestiaire, on va dire, un peu pourri. Et il fallait faire des départs, notamment celui de Calabria. Après, on va en revenir, je pense, dessus. Mais oui, surpris, oui, mais ils étaient surtout obligés de faire des achats parce que là, c'était soit ça s'écroulait ou soit il fallait vite renverser la tendance. Calabria, c'est le capitaine de cette équipe du Milan qui a été formé au Milan et qui donc a été prêté à Bologne cet hiver. Il fallait s'en séparer, Yohan ? Oui, c'est pas le seul. Disons qu'il y a deux axes. Il y a évidemment l'axe depuis l'été dernier où on sentait qu'avec le départ de Pioli, il y avait des joueurs qui étaient très attachés à Pioli et aussi qui étaient dans un certain confort sous Pioli, sachant qu'ils avaient réalisé plein de belles choses ensemble, qu'ils avaient gagné un Scudetto, qu'ils avaient été en demi-finale de Ligue des Champions. Donc mais c'est pas propre à Milan, hein. C'est comment on réussit à rompre avec des émotions qu'on a gardées en nous, des relations qu'on a avec des joueurs qui vous ont beaucoup apporté. Et le problème, c'est que quand tu réussis pas à faire ça, que ce soit en club ou en sélection, souvent ça devient vite compliqué parce qu'il y a trop d'affect dans les relations. Et c'est vrai que de ce qui filtre à Milan, il y avait quand même la volonté de se séparer de quelques cadres qui n'avaient plus la motivation nécessaire, la latitude nécessaire pour sortir le Milan de cette mauvaise passe-là. Donc, ils ont fait des choix. Calabria est parti, Bennacer est parti. Morata, même si pour moi, l'idée était très bonne sous Fonseca de l'avoir et que c'est un joueur qui pouvait apporter certaines choses, il a montré beaucoup de limites cette saison, je trouve, notamment dans l'aspect caractériel, là où on attendait de lui que ça soit un leader. Il était venu pour ça et il avait commencé en tant que leader parce que je rappelle quand même qu'après la première journée, le match contre le Torino, sortie de première journée de championnat, on a Alvaro Morata qui arrive devant les micros du diffuseur et qui dit on doit vite changer d'état d'esprit. Dès la première journée, donc on s'est dit, ah ouais, si c'est un mec qui est là depuis un mois qui s'en rend compte, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et on s'était dit, Morata, il expose clairement les choses, donc c'est lui qui va faire en sorte de chapeauter un peu cette remise en question, et ça s'est très vite dilué. Donc il y a eu effectivement des départs qui étaient inéluctables, au-delà même des approches plus terrain, tactique. Voilà, un Morata, on sait très bien que dans le jeu de Conceição et comment il voit le numéro 9, ça ne faisait aucun sens, là où Santi Jiménez, à l'inverse, fait beaucoup de sens. Ouais. Dans le sens des arrivées, justement, Santi Jiménez, on l'a dit, qui arrive de Feyenoord pour 32 millions d'euros, il est avant-centre. Je peux même te donner le chiffre exact, c'est 25 plus 5. Ah, 25 plus 5, voilà. Très bien. Donc tu vois, tu as même des chiffres un peu plus précis, un tout petit peu en dessous. Joao Félix, un prépayant de 5,5 millions d'euros. Il n'y a pas d'option d'achat sur Joao Félix. Oui. En tout cas, pour le moment, ça n'empêche pas de négocier à la fin de la saison si ça a fonctionné. Kyle Walker, lui, c'est un prêt de Manchester City avec une option d'achat de 5 millions, si je ne me trompe pas. Et Warren Bondo, lui, est arrivé de Monza pour 10 millions d'euros. Et puis Sotti, lui, il a une option d'achat de 10 millions d'euros avec un prépayant d'1 million d'euros. Pourquoi ces recrues-là, Yohan, c'était quoi le but? Tu as déjà un petit peu éventé la chose avec le caractère, notamment la personnalité de Santi Jiménez. Ouais, alors Santi Jiménez, c'est vraiment un joueur qui correspond à
à Sergio Conceição. Pourquoi? Bon, déjà, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, donc déjà, il correspond à beaucoup d'entraîneurs. Mais c'est surtout pour l'état d'esprit, la mentalité, le fait de ne pas se cacher, d'aller dans les duels, de beaucoup presser sans ballon, de faire beaucoup de mouvements, de faire beaucoup d'appels, de bouger beaucoup, de ne pas offrir forcément de points de fixation à l'adversaire, mais en même temps d'être capable de, au but, de jouer avec ses coéquipiers. Donc c'est un profil qui séduisait beaucoup Sergio Conceição, qui de toute façon on le disait en conférence de presse, moi je le suivais déjà bien avant d'arriver à Milan et c'est un joueur qui m'intéressait beaucoup et on comprend pourquoi. João Félix c'est un petit peu différent. João Félix, le constat des dirigeants milanais c'est de se dire, d'ailleurs moi c'est un constat que j'ai fait dès le début de la saison, après la fin du mercato, il manque de la créativité dans ce groupe-là. Et quand j'entends créativité, c'est vraiment un lien entre le milieu et l'attaque. C'est un poste qu'avait Brahim Diaz, qui avait plein de limites sur la régularité, sur des pics qui étaient peut-être pas assez hauts dans les gros matchs. Mais par contre, il avait une vraie qualité pour bien se placer entre les lignes, dans les petits espaces, servir de lien entre le milieu et l'attaque. Et on l'avait plus, ce profil-là. Et donc, João Félix est censé amener ça. Alors, on sait toutes les limites. Julien est ravi Jérôme est ravi de toutes les limites qu'a João Félix. Voilà, limite caractérielle, limite de régularité, lui aussi. C'est pas pour rien s'il change beaucoup de clubs, que tout le monde a un peu essayé avec lui, qu'on a essayé à l'Atlético, on a essayé au Barça, on a essayé à Chelsea. Ça marche pendant 1 mois, ça marche pendant 2 mois, puis après, ça marche plus. Donc, on verra si sur 5 mois, il peut rester totalement concentré. Et il a sans doute aussi pas la même place aujourd'hui à Milan qu'il ne l'avait dans les autres clubs où il est passé, parce qu'aujourd'hui, il doit être central à l'AC Milan. C'est peut-être un peu moins le cas à Chelsea, au Barça et à l'Atlético. Donc, voilà pour les 2 recrues principales. Après, Kyle Walker, c'est à la fois une opportunité de marché d'un joueur qui voulait plus rester à Manchester City, et aussi parce qu'il y a une vraie défaillance. Rami parlait tout à l'heure de mercato raté l'été. C'est vrai que moi j'étais perplexe sur Emerson Royal, mais vraiment très perplexe. Et les 6 premiers mois ont montré on était nombreux, j'étais pas le seul, on était nombreux à être perplexes sur Emerson Royal, et on avait raison parce que ses prestations ont été catastrophiques. Autant il était capable d'amener quand il était en Espagne puis en Première Ligue quelque chose offensivement, on connaissait ses limites et ses lacunes défensives, mais là on n'avait ni l'un ni l'autre, donc ça devenait un peu trop compliqué. Pour Bondo, je pense que c'est intéressant parce que c'est une alternative au milieu de terrain quand tu as besoin de dynamisme, de jump, de pressing, puis c'est quand même bien utilisé le ballon, c'est pas juste un joueur sans ballon, Bondo, donc je trouve ça intéressant. Et Milan manquait un peu de muscle aussi au milieu de terrain. Sotil, c'est plus... Pour moi, c'est plus un impact player, Sotil. C'est le mec que tu fais rentrer à un quart d'heure, 10 minutes de la fin. Il va très, très vite. Il prend très bien la profondeur. Il travaille très bien pour le groupe. Il n'hésite pas à presser lui aussi, à revenir défendre, à couper les lignes de passe adverses. Donc pour moi, c'est plus un impact player. C'est pas quelqu'un qui va changer ton 11 ou la phase de l'AC Milan. Ricardo Sotil, c'est plus un impact player comme on en voit de plus en plus. Rami, toi, qu'est-ce que tu attends de toutes ces recrues qui sont arrivées au mercato hivernal? Ce qu'on attend. Déjà d'être mieux que la première partie de saison. Déjà, comme on a dit, Emerson Royal, moi je comprends pas. Je suis un joueur de district, mais quand je vois Emerson Royal jouer, moi je me souviens après Tottenham Milan, quand ils sont allés là-bas gagner en Ligue des Champions, j'ai écouté, il y avait Johan et Julien qui parlaient. Julien Laurence. Ouais. Et Julien, je me souviens d'un truc, ça m'a marqué. Il dit, mais Emerson Royal, il a dit, mais c'est pas. En fait, je comprends pas comment. Il avait pas ces mots. En fait, il trouvait pas les mots en parlant de ce joueur-là, tellement qu'il était bidon. Et il est bidon. Moi, je me souviens, Yoann, je t'avais parlé que j'étais allé voir le match à Bruges, même après, on en a longtemps discuté, comme on avait dit, Léao marchait 75% du temps. Mais même les supporters, mais même son placement, il est pourri. En vrai, en fait, moi, quand on regarde un match à la télé, en vrai, c'est pas pareil. Et même, je me souviens, il essaie de faire des talonnades, des trucs tout pourris, et même les supporters, ils faisaient « Olé !» mais ironiquement. Mais Emerson Royal, déjà, c'est un mec, je comprends pas qui c'est qui a dit il faut le mettre. Est-ce que c'est un placement? Est-ce que c'est des intérêts? Est-ce que c'est un agent qui a dit si tu me prends lui, je te garantis lui? Je sais pas. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Je peux pas me dire qu'un gars comme. Aujourd'hui, on n'a pas de directeur sportif. J'arrive pas à comprendre que quelqu'un a pu dire Emerson Royal, c'est un choix, comme Ibrahimovic a dit, c'est un choix qu'on a. En fait, c'est un choix réfléchi. On a travaillé et en fait, on l'a fait venir pas par hasard, quoi.
Ça prouve qu'il y a sans doute une pénurie à ce poste-là dans le monde aussi et qu'il y a qu'il y a de moins bons arrière droits mais bon, après ça n'empêche pas de bien travailler, de se dire qu'on va pas prendre Emerson Royal. Mais c'est 15 millions quoi surtout. Au-delà de son cas, Rami, parmi les recrues là, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, lequel t'attend le plus au tournant pour faire passer un cap? Un cap déjà Kyle Walker, c'est un gars, je parle en tant que Milan, on avait besoin d'un leader, même si c'est plus le Kyle Walker de la Champions, quand ils ont gagné la C1, mais c'est quand même, ça reste quelqu'un qui a un leader, c'est quelqu'un qui a du charisme, et c'est quelqu'un qui est quand même bien meilleur que lui. Et on a vu son premier match, c'est le derby, et il a été au top, même hier ça a été chaud, mais tous ces matchs ont été propres. Devant Jiménez, moi, je le connais pas trop, donc après, moi, j'attends. Johan, il saura mieux que moi. Jiménez, pour pas mentir, je le connais absolument pas, à part ses buts au Bayern et les highlights que tout le monde met sur Twitter. Mais honnêtement, je le connais pas. J'attends juste de voir ce qu'il vaut. C'est quelqu'un qui est jeune, faut lui laisser le temps. Pour moi, lui, c'est point d'interrogation, donc je vais pas me prononcer. Puis Joao Félix, c'est comme il avait dit, Johan, comme il avait dit sur le drôle de dame, c'est dans un premier temps, on penserait que c'est un bon choix. Donc, quand on parle de Joao Félix, on se dit c'est un bon choix parce qu'il manque clairement de créativité. Nous, on comptait sur Milan, on attendait que Reinders aille chercher la balle au milieu pour la montée de la défense au milieu et attaque. On attendait ça, qu'il fasse une belle passe à Léao ou le beau geste qui fait que, mais ça ne suffisait pas. On avait besoin de quelqu'un comme ça. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va avoir les épaules pour? Est-ce que aussi, c'est une question que je vais poser à Johan aussi, parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête. Est-ce que avoir Joao Félix et Léao, c'est compatible dans le 11? Est-ce que pour pouvoir garder Joao Félix, ça ne nécessitera pas une vente de Léao? Après, c'est quelque chose, j'arrive pas à me faire à l'idée que les deux seront titulaires tous les matchs et que ça marchera super bien. Alors avant que Johan réponde, parce que effectivement l'équipe type qu'on peut imaginer comme ça à première vue, c'est Léao dans le couloir gauche de l'attaque, Pulisic sur le côté droit et Joao Félix en soutien de Santi Jiménez. On a posé la question en conférence de presse, la question a été posée à Sergio Conceição, l'entraîneur du Milan. C'était juste avant le match, la veille du match aller sur la pelouse du Feyenoord. On écoute tout de suite la réponse de l'entraîneur portugais du Milan. Il faut travailler pour trouver l'équilibre. Tanti giocatori offensivi fai più gol e avere tanti difensori non vuol dire che non prendi gol. En gros, c'est pas parce qu'on met beaucoup de joueurs offensifs qu'on va forcément marquer plus de buts, c'est pas parce qu'on met beaucoup de défenseurs qu'on n'en prend pas. Il y a aussi les coups de pied arrêtés qui sont très importants, qu'il faut travailler. On a besoin de cet équilibre et on travaille pour le trouver. Alors, Johan, qu'est-ce que tu penses? Première réponse à Rotterdam, l'équilibre n'a pas été trouvé. Voilà. Le meilleur exemple, c'est toujours ce qui se passe sur le terrain. Et donc, pour le moment, parce qu'on l'avait vu en fin de match, en deuxième mi-temps contre Empoli, mais Empoli qui était... qui est un peu dans le dur actuellement. Moi, je demandais à avoir une confirmation que ce quatuor dans la presse italienne, on a déjà appelé les 4 fantastiques. Vous savez, la presse italienne, autrefois exemple d'analyse footballistique, et aujourd'hui devenue une machine à buzz et à sensationnalisme, où après 45 minutes à Empoli, on vous explique que 4 joueurs offensifs deviennent les 4 fantastiques. Et on a bien vu que les 4 fantastiques, elles n'ont pas voyagé à Rotterdam, ou en tout cas, elles étaient présentes mais totalement absentes, parce que c'était pas bon. Et moi, très sincèrement, je vois difficilement comment ça peut être aligné de manière régulière, comme il l'a fait à Feyenoord, à Rotterdam. Pourquoi? Parce qu'on a vu énormément de défauts. Hier lors du post-partita, de l'après-match, sur Sky, il y avait donc Boban, Capello, Costa Curta, donc il n'y avait que des Milanais, donc ils étaient tous très contents avec un grand sourire. Je vous laisse imaginer la tête qu'ils faisaient. Je crois que c'est Capello qui pose la question à Conceição, et il lui dit est-ce que tu n'as pas sous-estimé Feyenoord, mettre 4 joueurs offensifs comme ça? Bon, déjà, Conceição a très mal pris qu'on pense de lui qu'il pouvait sous-estimer des adversaires, mais c'est un autre débat. Mais sur les 4 joueurs offensifs, il a tout de suite répliqué oui, mais il y en avait 7 autres de joueurs. Il a raison, mais le problème, c'est que tu peux pas fonctionner en 2 blocs. Aujourd'hui, le foot, tu peux pas dire il y a 7 joueurs pour défendre et 4 pour attaquer. C'est plus possible. Tu as beaucoup
t'as besoin de coordination, de lien entre la défense et le milieu, entre le milieu et l'attaque. Ça peut pas juste être 2 blocs. C'est très très rare des clubs comme ça qui peuvent fonctionner avec 2 blocs totalement. Il y en a un aujourd'hui qui fonctionne comme ça. Pour moi, c'est le Real, où tu as le sentiment que tu as les joueurs offensifs et tous les autres besogneux qui doivent protéger la cage de Thibaut Courtois. Sauf que j'ai beau chercher, mais Joao Félix, c'est pas Vinicius. Santi Jiménez, c'est pas Kylian Mbappé. Et Tijani Reinders, c'est pas Jude Bellingham. Donc on peut tourner le truc dans tous les sens. Et Pulisic, c'est pas Rodrigo. Donc on peut tourner le truc dans tous les sens. La comparaison tient pas longtemps entre les 2 clubs. Mais pour moi, c'est trop difficile parce que sans ballon, on l'a vu hier, Joao Félix et Rafael Leao, c'est trop peu, c'est trop faible. Et tu vas pas demander à Jiménez de faire le boulot de 3 autres ou à Pulisic de faire le boulot pour 4. C'est impossible. Sinon, ils n'auront aucun jus offensif, aucune possibilité pour aider le club offensivement. Donc pour moi, je pense qu'on peut s'orienter vers quelque chose de différent. Et j'ai peur pour Milan un peu que le sacrifié, ça soit non pas Leao, mais Pulisic. Et qu'on se retrouve à une sorte de 4-4-2, où côté droit, on va mettre Moussa, qui est un milieu de terrain, mais qui a dépanné arrière droit, ailier droit, milieu droit, qui a joué parfois milieu de terrain, parfois même côté gauche. Et c'est un joueur beaucoup plus défensif, un joueur d'équilibre. Comme sous Pioli, peut-être que les supporters milanais s'en souviennent, mais sous Pioli, Selmakers, à droite, avait ce rôle-là. Ce rôle d'équilibriste. Quand tu avais Giroud, Leao, Brahim Diaz d'aligner, et celui qui faisait l'équilibre, c'était Selmakers. Et là, on pourrait avoir tout à fait la même chose avec Moussa dans le rôle d'équilibriste, Leao à gauche, parce que ça me paraît compliqué, ou peut-être que ça sera Pulisic, ou peut-être même Jiménez, l'autre Jiménez, Alex Jiménez, l'ancien joueur du Real. Donc une compo beaucoup plus défensive, et devant Joao Félix, Santi Jiménez par exemple. Mais on l'a vu après. Et tu peux pas avoir un 3e milieu de terrain sinon, et tu décales Joao Félix sur un côté, ou alors tu l'enlèves carrément, et dans ce cas tu incorpores Loftus-Cheek est blessé, on est d'accord en ce moment. Ouais, oui, mais tu pourrais faire ça par exemple. Tu pourrais très bien te dire on met un milieu de terrain, on met Bondo, Fofana et Tijani Reinders par exemple. C'est aussi une possibilité, ou Moussa au milieu de terrain, mais ça changerait pas fondamentalement la chose entre son poste de milieu droit et de 3e milieu relayeur. Pour moi, c'est une question après de déplacement et d'utilisation des espaces. Mais je vois mal comment Milan peut fonctionner comme ça, quand tu sais en plus que sur le côté gauche, ton latéral gauche est en difficulté défensive, et que le milieu de terrain a du mal à tout filtrer. On l'a vu hier, Fofana et Reinders, ils ont eu énormément de difficultés à filtrer les transitions et les attaques de Feyenoord. Rami, tu en penses quoi, toi? C'est possible de les voir s'épanouir, et surtout que le Milan soit compétitif avec les 4 alignés au coup d'envoi? Non, c'est pas possible, parce que en fait, c'est comme il a dit Johan, et en fait, comme je regardais, et c'est comme je pensais, je dis, mais en fait, comme il a dit pour parler de Moussa, c'est vraiment lui qui manque en fait, comme il a dit, par rapport à l'équilibre. Parce que Moussa, à chaque fois qu'il a fait ses matchs, c'est celui qui bloquait un peu le collier et le côté droit, et qui revenait dans l'axe justement pour faire le 3e homme au milieu de terrain. En fait, il avait ce rôle d'ailier droit, faux ailier droit, et en même temps 3e milieu de terrain. Ce qui a son avantage, c'est quelqu'un qui a du dynamisme, qui avance et qui peut porter la balle et aller vers l'avant. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le 4-2, son 4-4-2 qu'il veut faire, ou 4-2-3-1, ou 4-2-3 on va dire, ça peut pas marcher, parce que il faut le temps que Jiménez s'adapte aux autres, que Joao Félix s'adapte aux autres. Il faut que Leao se dise il faut qu'il fasse des top matchs tous les week-ends. Et le problème, c'est qu'après, on a des gars comme Pulisic, quand ça marche comme ça, c'est que Pulisic, au lieu d'avoir le même rôle que Leao à gauche, c'est un mec qui il est obligé de revenir piquer dans l'axe. Hier, c'était ça. 2e mi-temps, on l'a vu coller à Fofana sur beaucoup d'occasions. C'est lui, quand je regarde la première mi-temps, c'est là où ils étaient totalement carbonisés. Le 2-0, il pouvait arriver à chaque seconde. Je vois Maignan devant la surface, il cherche une solution. Fofana, Reinders, ça essaye de bouger. Celui qui vient, c'est pas Leao, c'est pas Joao Félix, c'était justement Pulisic. Et Pulisic, le problème, c'est comme il a dit Johan, quand tu vas dire à un Pulisic tu vas sur le banc, il va rien se passer. Tu dis à Leao d'aller sur le banc, on sait très bien ce que ça s'est passé avec Fonseca. Le problème, c'est que ça ne peut pas marcher. C'est clair et net, ça ne peut pas marcher. Les 4 comme ça, on n'est pas à FIFA, on n'est pas à PES, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Sur des petits matchs comme... On voit, Rami, si tu reprends le match d'hier, il y a des erreurs de conception. Alors c'est normal, il est nouveau, Joao Félix, il doit connaître ses partenaires, même si il a été en sélection aussi avec Leao, il connaît un peu les aptitudes de Leao, mais
T'as un moment, une superbe passe en profondeur de Félix pour Leao, et Leao avait coupé son effort parce qu'il attendait le ballon dans les pieds. Ouais, il lui a dit pourquoi tu me la mets là, il a fait le geste pourquoi là, je te la demande dans les pieds. Voilà, exactement. Alors que la passe, elle était parfaite. Et quand on parle de créativité, c'est exactement ce dont tu as besoin à Milan. C'est un joueur qui voit des espaces que les autres ne voient pas et qui a l'habileté technique pour faire la passe juste dans l'espace. Bon, ça prendra du temps. Le problème, c'est que Milan n'a pas le temps. Donc, pour moi, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Tu as pris beaucoup de joueurs offensifs. Ça va être dur de les aligner tous ensemble. Ça va être dur de les intégrer tous très rapidement. Donc, là, il y a une urgence de points. On peut parler de jeu pendant des heures. Moi, il y a quand même un truc qui me gêne, c'est que après le match, on parle que de mentalité, d'état d'esprit, il faut plus de duels, ce que font d'ailleurs essentiellement les analystes, mais aussi Conceição, quand il dit faut que les joueurs revoient le match pour qu'ils comprennent tous les ingrédients qu'il faut mettre dans un match, il parle pas de technique ou de contrôle du jeu, il parle pour lui où il perdait beaucoup de duels, il était agacé pendant le match, il perdait trop de duels, il se faisait manger par Feyenoord, notamment au milieu de terrain. Oui, mais c'est là-dessus qu'on l'attend. Mais c'est aussi là-dessus qu'on l'attend parce qu'il était censé révolutionner l'état d'esprit de cette équipe aussi quand il est arrivé, quand c'est ça. Ouais, mais si tu veux, Jérôme, le problème c'est que t'es pas à Parme là. T'es à Milan et à Milan il y a une tradition de jeu et t'as aussi une attente de domination de tes adversaires qui nécessite pas simplement de l'agressivité et des duels, mais le contrôle du jeu. Or, dans le contrôle du jeu depuis que Conceição est arrivé, pour moi, c'est catastrophique. Il se passe rien. Les joueurs sont perdus. Ils se comprennent pas entre eux. Quand ils demandent un appel à gauche, on lui donne le ballon à droite. Quand ils demandent dans les pieds, on lui envoie en profondeur. Quand ils demandent en profondeur, on lui envoie dans les pieds. Il y a des joueurs qui gardent le ballon pendant 5 secondes parce qu'ils ne savent pas à qui le donner et qui se font piquer le ballon par un attaquant qui revient défendre ou par un milieu de terrain qui fait un déplacement latéral. C'est trop compliqué en réalité. Dans le contrôle du jeu, moi, je suis OK pour dire que le Conceição, c'était le choix pour redresser le vestiaire. Le problème, c'est que redresser le vestiaire, tu peux y arriver ou tu peux ne pas y arriver en fonction des caractères des joueurs et s'ils ont envie ou pas de se plier à ce que veut faire Conceição. Mais il va falloir du jeu à un moment donné. Pour remonter au classement, gagner des duels, ça va pas suffire. Hein. Il va falloir contrôler le jeu, se créer beaucoup d'occasions parce que pour le moment, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Quand on regarde les résultats, de toute façon, depuis que Sergio Conceição a remplacé Paulo Fonseca sur le banc, c'est quand même plutôt décevant. Certes, il y a eu ces 2 victoires renversantes et ce trophée remporté en Supercoupe d'Italie, mais depuis, c'est seulement 3 victoires en 6 matchs de Serie A et sans leur manquer de respect, c'était à Côme, à Empoli et contre Parme. En Ligue des Champions, une seule victoire face à Gérone, mais une défaite à Zagreb, synonyme de barrage et pas de top 8. Une défaite à Feyenoord en barrage aller de Champions League. Alors oui, tu as éliminé la Roma en quart de finale de la Coupe d'Italie, mais tu dois rester sur ta faim, Rami, j'imagine. Ah bah oui, mais justement, c'est ce que je dis. En fait, c'est comme... j'en parlais avec un ami, justement, qui est supporter et que je le salue, parce qu'il va sûrement nous écouter. Anthony. Et c'est un vrai supporter du Milan, c'est un vrai Italien, tout ça. En fait, à chaque fois, on parle, en fait, on se fait tout le temps des débriefs pendant une demi-heure. Il n'y a rien depuis le début de saison, tous les matchs, c'est pareil. Il domine contre l'Inter, il gagne, ok. Après, le match d'après, c'est n'importe quoi. Ils gagnent contre le Real, c'est beau. Ok, le match d'après, ils font quoi ? Ils font rien. Et depuis, il n'y a aucune domination au niveau du jeu. Il n'y a jamais un match où on se dit, allez, là, c'est bon, ce soir, ils vont prendre le contrôle, ils vont faire ils vont faire du jeu, où ils vont se créer des occasions, des vrais trucs, où ils vont marquer dans les 5 premières minutes et enflammer le match. Il n'y a rien de tout ça. Et à chaque fois qu'Yohan, et quand j'écoute tout le temps les drôles de dames, c'est ça qu'il dit à chaque fois, c'est il n'y a rien, ils n'enflamment pas le match, il n'y a rien du tout qui se passe niveau jeu, niveau ce qu'on veut, état d'esprit, il n'y a rien du tout. En fait, on a beau changer la moitié de l'équipe, le problème, il est plus profond que ça. Il n'y a aucun leader dans l'équipe. Depuis qu'il n'y a plus Ibrahimovic et Nikier depuis les dernières années, il n'y a personne qui est capable de dire, de secouer quelqu'un comme Leao ou Théo Hernandez, de dire, mon gars, là, faut y aller, là, faut lâcher chevaux, là. Attendez, mais Yohan, est-ce que contre Zagreb, tu as vu le match ? Théophile Catherine, j'ai rien contre lui. Il joue à Saint-Etienne. J'ai rien contre lui, mais... Mais faut pas déconner, faut pas, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. Il s'est passé quoi avec Théophile Catherine ? Eh ben, il a pas passé une seule fois contre Théophile Catherine. Qui, Leao ? Pas une seule fois. Ouais. Et après, t'as Cannavaro, en conférence de presse, moi ça m'a mis les boules. L'entraîneur du Dynamo Zagreb. Qui dit, j'ai mis un mec de 35 ans sur Leao. Tu vois, c'est ça. Moi, en fait, tous les matchs, c'est pareil. Hier soir, en fait, je regardais après le match, j'ai dit, mais... Je ressassais, je dis, mais en fait, ça va jamais. C'est toujours pareil.
Ouais. Après, le problème, c'est pas que Léao, c'est un problème d'équipe et c'est peut-être un problème de leadership. Je dis Léao, mais en fait, c'est pareil. T'as Théo Hernandez, c'est Hadj Moussa, là, celui qui devait aller à Lille, qui a refusé. Enfin bref, limite, il se balade. Le gamin, il a 20 ans. T'as Théo Hernandez en face de toi. Il s'est baladé. Hein. Il s'est baladé, mais oui, voilà, mais t'as un gars comme Théo Hernandez, je sais pas, je comprends pas. C'est que. En fait, c'est ça, c'est que t'as la moitié de l'équipe, c'est pareil. Ils enflamment pas, il y a pas de. Ils prennent. En fait, il y a pas de domination, même mentale, ou avant le match, ils se disent. Le gars, il doit se dire, c'est Léao en face de moi, c'est Théo Hernandez en face de moi. Et la première accélération, même Théo Hernandez, je sais plus, il n'y a plus les coups de rein, il n'y a plus rien, je sais pas, on dirait, il n'a plus envie, il n'y a pas de... Moi, en fait, c'est ces mecs-là, t'attends que ça soit des leaders. En fait, là, je fais un résumé. T'attends que ces mecs-là, ça soit des leaders. Et il devait devenir leader, Rami, parce que tu parlais de l'après Ibrahimovic. On avait confié à Léao et à Théo ce rôle de leader-là. Alors, pas simplement de leader vocal, c'est aussi... par les prestations, par la régularité, montrer ce que c'était que de jouer à Milan. Sauf qu'on ne l'a pas du tout. Et peut-être qu'une des erreurs qu'ont fait les dirigeants, c'est ça, c'est de responsabiliser Théo et Léao, alors qu'on a l'impression que dans leur caractère, ils n'en sont pas du tout prêts. Et j'ai pas l'impression qu'ils seront prêts un jour à assumer ce rôle-là. Et quand on regarde le recrutement, on ne voit pas, hormis Kyle Walker qui a tout gagné avec Manchester City, c'est peut-être le seul qui est quand même qui paraît avoir ce rôle de leader. Il était capitaine à Manchester City encore au début de la saison, mais il vient d'arriver et il est anglais, donc on ne peut pas non plus tout lui demander. Non, mais on voyait déjà hier à Rotterdam, retour de vestiaire, qui parle à Léao, c'est Kyle Walker. Voilà, il est aussi là pour ça, mais c'est pas un joueur qui va transformer tout un vestiaire. Hein. Il va falloir que chacun réfléchisse à ce qu'il a envie de montrer sur le terrain, où il a envie de mener Milan jusqu'à la fin de la saison, et quel est lui son degré d'investissement pour que Milan réussisse à remonter au classement, tout simplement, et puis maintenant à renverser Feyenoord lors du match retour. Rami, tu la vois comment cette suite de saison? Tu penses que Milan va renverser Feyenoord et va se qualifier pour la Champions League en Serie A? Pour le prochain match contre Feyenoord, franchement, c'est pas donné. Je dis pas, en fait, parce que même tu regardes les journalistes italiens, ils disent que ça sera un autre match. Tu sais, sur Taranto Vitiello qui dit oui, à San Siro, ça sera une toute autre partie, mais il faut se réveiller. Mais, enfin, Yoann Crochet doit savoir de qui je parle, mais c'est... Mais c'est pas... En fait, c'est pas possible. Enfin, en fait, t'as l'impression qu'ils sont déjà confiants. En fait, qu'ils se disent, c'est bon, oui, ils vont se réveiller, contre ça, on va leur mettre un coup de pied au cul, et allez les gars, c'est bon, on y va. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Imagine En fait, le problème, c'est qu'hier, ils sont pris un but à 3 minutes. Certes, Maignan, il a fait une boulette, mais bref, Maignan, c'est un mec qui a été irréprochable toute la saison, ce qui a sauvé énormément de choses. Mais tu vas me dire qu'en 87 minutes, t'es pas capable de marquer un but. Et au match retour, je me dis, tu te fais piéger, ou Feyenoord est un peu intelligent, ils t'attendent et ils jouent en contre, par exemple. Ben, c'est pas donné. En fait, surtout qu'ils ont des joueurs qui vont très vite sur les côtés. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais en fait, c'est pas donné. Et puis le reste de la saison, c'est chaque match, on va voir comment ça se passe. C'est un peu la pièce en l'air. Le problème cette saison à Milan, c'est que c'est un peu la pièce en l'air. Tu sais jamais trop ce qui va se passer dans le match et tu as l'impression qu'au coup d'envoi, on jette la pièce en l'air. Si c'est pile, ça va être génial. Si c'est face, ça va être catastrophique. Et on n'a aucune certitude avant aucun match du Milan cette saison, quelle que soit la compétition d'ailleurs. On verra ça avec impatience et peut-être que ce sera la Coupe d'Italie finalement pour le Milan cette saison. Comme c'est une équipe irrégulière, peut-être qu'elle répondra présente sur des matchs de coupe. On verra ça évidemment et on suivra. Avec un potentiel derby contre l'Inter en demi-finale. Waouh. À suivre évidemment. Merci beaucoup Rami d'être venu dans l'After Italy. Merci à vous les gars, merci. Merci Yoann, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'After Italy. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, sur Spotify et Apple Podcasts, commentaires et petits 5 étoiles aussi évidemment. Évidemment, comme ça on pourra monter et vous serez de plus en plus nombreux à nous écouter. À bientôt, ciao. Ciao. After Italy.